Sur la clairière, un jeune homme est apparu, malgré le froid, il était légèrement vêtu et la sueur coulait sur son front. Poursuivons les recherches. Soufflait-il difficilement. Pendant 20 minutes, il courut autour du lieu de l'accident d'avion, essayant de trouver des survivants. Il ne perdait pas espoir et demandait aux autres de continuer à fouiller la forêt plus loin. Un homme imposant le saisit par le col. « Il n'y a plus personne. » Le secoua, il. « Accepte la réalité. » Christophe regarda le homme d'un air perplexe, puis s'affaissa et s'assit dans la neige. « Tiens. » L'homme lui lança une doudoune. « Il est temps de penser à toi. » Après le crash, il ne restait que 4 survivants. Christophe était le plus jeune, un garçon maigre qui croyait jusqu'au bout qu'il trouverait d'autres survivants. Philippe était un homme corpulent d'une 50aine d'années, indifférent aux autres. Il s'inquiétait surtout de comment il sortirait de ce mauvais pas. Mais c'est grâce à lui que les survivants avaient une chance de ne pas mourir dans un avenir proche. Il commença à déblayer les débris à la recherche de vêtements chauds et de nourriture. La femme d'environ 40 ans, qui se présentait comme la directrice d'école, croyait qu'ils allaient être secourus très bientôt et assurait à tous qu'il fallait rester près des débris. C'était plus sûr ici. Monsieur Balzac fut retrouvé en dernier, un homme âgé écrasé par un débris d'avion. Il s'était blessé à la jambe, on l'avait sorti de là, mais il se sentait mal. Lui aussi ne voulait aller nulle part, il n'en avait pas la force. Mais ils étaient en montagne, entourés de forêts, sans aucun abri, et il faisait froid dehors, rester n'était pas une option. Ils tournèrent encore un moment autour des débris, puis rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent de précieux, des vêtements chauds, un peu de nourriture. Et ils partirent. Il n'y avait plus d'espoir d'être repérés. Ils avaient terriblement froid, il fallait chercher de l'aide par eux-mêmes. Christophe aida M. Balzac et ils se dirigèrent vers une zone où ils supposaient que des gens vivaient. La directrice se disputait avec Philippe, ils avaient des idées différentes sur la direction à prendre. Mais l'homme ne changeait pas de position et recommandait à la dame de se sauver elle-même. Finalement, la femme se tut, c'était plus sûr de rester ensemble. Hormis elle, personne ne contestait l'autorité de Philippe, mais les autres n'en avaient pas l'énergie. L'état du vieil homme s'aggravait. Christophe faisait de son mieux pour le soutenir, mais M. Balzac marchait à peine, se plaignant d'une douleur intense à une jambe. Malheureusement, il ne pouvait rien faire pour l'aider. Philippe grondait le vieil homme, car il ralentissait leur progression. Il commençait déjà à faire sombre. Ils errèrent longtemps dans la forêt et s'affaiblirent. Ils s'enfoncèrent si profondément qu'ils regrettèrent de ne pas être restés près de l'endroit où l'avion s'était écrasé. L'homme était en colère et le vieil homme avançait de plus en plus lentement. Puis il commença à avoir des douleurs à la poitrine et il n'avait pas de pilule. Christophe avait toujours son sac à dos avec lui, il y avait des médicaments à l'intérieur. Il les portait toujours avec lui, au cas où, son grand-père décédé lui avait appris cela. Il trouva de la valériane là-bas et la donna au vieil homme. Même si c'était faible pour lui, c'était mieux que rien. Cela n'a pas fonctionné, ce qui n'était pas surprenant. Monsieur Balzac demanda une pause, un peu de repos. « Nous allons mourir ici, » dit Philippe d'un ton agressif. Mais Christophe convainquit tout le monde de s'arrêter pour allumer un feu et se réchauffer. Philippe accepta à contre-séhure, rassembla quelques branches et essaya de les allumer. Mais le vent était fort et il n'y parvint pas. L'homme s'emporta et dit qu'à cause du vieil homme, ils allaient tous geler ici. Puis il emmena le garçon à l'écart et lui proposa d'abandonner le vieil homme. Il dit que de toute façon, il ne tiendrait pas le coup, et que tout le monde mourrait à cause de lui. Christophe n'était pas d'accord, il était désolé pour M. Balzac, il lui rappelait son grand-père. Ses parents l'avaient abandonné, et sa grand-mère et son grand-père ne voulaient pas qu'il soit envoyé dans un foyer pour enfants, ils l'avaient pris chez eux. Pendant ce temps, le temps se détériorait, une tempête de neige commençait. Il ne trouvait ni personne ni abri. Le vieil homme s'affaissait complètement sur la neige. Il dit : « Je ne peux plus. Faites ce que vous voulez,
mais je ne vais nulle part. Il n'était pas nécessaire de convaincre Philippe et la directrice, ils regardaient déjà le vieil homme avec mécontentement depuis longtemps. Christophe ne lâchait pas le vieil homme. Finalement, Philippe ne put supporter et posa un ultimatum à Christophe, soit tu abandonnes le vieil homme et tu viens avec nous, soit tu restes avec lui. Le jeune homme regarda M. Balzac et comprit qu'il ne pouvait pas abandonner une personne vivante dans la forêt. Mais la directrice commença à le tirer. « Tu es jeune, en as-tu besoin ?» lui disait-elle. Le vieil homme a déjà vécu sa vie. M. Balzac prit la main du garçon et lui demanda de prendre soin de lui-même, l'abnégation ne servirait à rien, soit l'un mourrait, soit les deux. En fin de compte, Christophe hésita mais accepta. Il dit simplement à son grand-père qu'il reviendrait certainement quand il trouverait de l'aide. Le garçon regarda autour de lui, trouva un creux entre les arbres, le débarrassa de la neige, y plaça son grand-père et commença à le couvrir de branches pour le protéger du vent et du froid autant que possible. Philippe se gratta la tête et continua à avancer, la directrice le suivit. Après tout, il était plus sûr d'être avec un homme aussi fort et confiant. Lorsque Christophe eut fini de couvrir son grand-père, celui-ci dormait déjà. C'était douloureux de le laisser seul, mais il avait fait tout ce qu'il pouvait, il prit son sac à dos et le posa à côté de M. Balzac. Il y avait un sandwich et de l'eau à l'intérieur. Lui, pauvre étudiant, emportait toujours de la nourriture avec lui pour ne pas avoir à l'acheter. Il s'apprêtait à partir, puis décida de vérifier les documents de son grand-père, au cas où. S'il n'arrivait pas à revenir, au moins il saurait qui c'était. Ensuite, Christophe rattrapa les autres et ils continuèrent leur chemin. Le jeune homme laissait des marques en chemin pour retrouver son grand-père. Il faisait déjà très sombre quand ils tombèrent sur une petite maison dans la forêt. De la fumée sortait de la cheminée, on aurait dit qu'ils étaient sauvés. Le vieil homme ouvrit la porte et fut très surpris de ces visiteurs si tardifs. Il s'occupa d'eux, il les fit boire du thé et les réchauffa. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais ils étaient reconnaissants de pouvoir dormir même par terre. Le grand-père était très vieux, il ne tenait presque plus debout. Il raconta qu'il était un ermite, qu'il vivait ici depuis presque 30 ans. Il expliqua qu'il était déçu par les gens et qu'il avait décidé qu'il valait mieux être seul loin des autres. Il n'avait ni famille ni logement. La nature était meilleure que la fourmilière humaine. Il s'avéra que, comme les invités actuels, il était monté dans un avion il y a de nombreuses années qui s'était écrasé. Le grand-père se dirigeait, en quelque sorte, vers nulle part. Il avait entendu parler d'une maison de retraite pas mal dans une autre ville. Il voulait essayer d'y aller, de toute façon il n'avait rien à perdre. Il avait volé au hasard, mais il n'était pas arrivé à destination. Presque 30 ans auparavant, une catastrophe aérienne similaire s'était produite. Il dit qu'il ne restait que quelques survivants, mais personne d'autre que lui n'avait survécu dans la forêt. Les autres étaient partis chercher de l'aide et une avalanche les avait ensevelis, ils n'avaient retrouvé leur corps qu'au printemps. Tu ne peux pas échapper au destin, soupira-t-il en regardant quelque part dans le vide. Si seulement je savais où je tomberais, j'aurais étendu une botte de paille. C'est ainsi que le vieil homme vivait sa vie solitaire en haut des montagnes, dans la forêt. Il avait même presque perdu la vue, mais il s'était habitué ici, il s'orientait à l'ouïe et à l'odorat, comme les animaux. Il raconta qu'environ 1 an après son arrivée ici, il avait rencontré des gens. Il y avait eu une possibilité de retourner en ville, mais il n'en voulait plus. Il se sentait plus tranquille ici. Parfois, des chasseurs lui laissaient de la nourriture, des vêtements aussi, cela lui était utile, ça lui suffisait. Le feu dans le poêle se consumait, les invités buvaient leur thé et écoutaient le solitaire en silence. « Je vais chercher du bois supplémentaire, reposez-vous, » dit le grand-père, enfilant une vieille veste et sortant de la cabane. La directrice ferma immédiatement les yeux et s'endormit, tandis que les hommes commencèrent à examiner les lieux. Le logement du solitaire était très modeste, il avait manifestement aménagé les étagères lui-même, construit le poêle. Christophe se leva et commença à tout observer. Et là, il vit sur une étagère, derrière des sacs, un passeport.
Il le sortit, l'ouvrit et resta stupéfait. Ça ne peut pas être vrai. Une fois revenu à lui, il remit le passeport en place. La directrice fit un mouvement et ouvrit les yeux. Ils commencèrent à demander pourquoi le garçon s'était énervé. Et il dit que c'était le passeport de Semyon Ivanovitch. Philippe dit que Christophe se trompait et lui conseilla de dormir. Mais le jeune homme insistait sur ses dires. Je le jure, c'est lui. Le jeune homme pointait le passeport de sa main tremblante sans oser le prendre à nouveau. Philippe le repoussa et vérifia lui-même, se grattant l'arrière de la tête. En effet, le passeport appartenait à un homme nommé Semyon Ivanovitch. Sur la photo, on ne pouvait pas vraiment dire si c'était le même Semyon Ivanovitch ou quelqu'un d'autre. Ils n'avaient pas vraiment regardé de près le visage de leur vieil homme, qui était déformé par la douleur. Eh bien, demandons à l'ermite. Philippe jeta le passeport sur la table et ils s'assirent en attendant le vieil homme. Mais le temps passa et l'ermite ne revint pas. Les hommes partirent à sa recherche, mais il avait disparu. La pile de bois était juste devant la maison, ils n'avaient pas besoin d'aller loin. Mais on ne pouvait pas dire où il était parti, la neige avait déjà recouvert toutes les traces. Tout cela semblait étrange et les gens commençaient à se sentir mal à l'aise. Ils continuèrent à fouiller la maison et furent encore plus effrayés, à leur horreur, ils découvrirent des objets qui provenaient de leur avion. Tout d'abord, un briquet chic. Philippe fouilla dans ses poches, puis jura. « Mince, c'est le mien !» dit-il. « Mais il est tout usé », ajouta-t-il perplexe. Ensuite, la directrice remarqua une paire de couvertures qui lui semblait ressembler à celle de la classe affaires de leur avion. Usé, bien sûr, l'avion s'était écrasé, il semblait que certaines pièces étaient tombées non loin de la cabane et le vieil homme avait ramassé ses couvertures. Mais ce qui les surprit tous le plus, c'était autre chose. Non, ce ne sont pas les couvertures sales qui sont surprenantes, dit lentement Christophe. Les autres se retournèrent vers lui et virent dans ses mains un vieux sac à dos. C'est mon sac à dos. Je l'ai laissé près de M. Balzac aujourd'hui, dit-il, et pour que les autres ne doutent pas de sa parole, il montra un porte-clés. Mon porte-clés, un ami me l'a fait découper spécialement pour moi à l'usine. Le sac à dos était presque neuf. Que veux-tu dire par là ? Demanda la directrice qui ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Mais les hommes ne comprenaient pas tout non plus. Ils passèrent toute la nuit en espérant que l'ermite reviendrait. Ils ne parvinrent pas à s'endormir. Le lendemain matin, Christophe décida d'aller vérifier M. Balzac, mais il ne trouva pas ses repères. En revanche, il semblait bien réel qu'ils étaient arrivés dans le futur et que cet ermite était leur M. Balzac miraculeusement survivant. Ils ne savaient pas quoi faire. Il était effrayant de réaliser qu'ils étaient désormais dans une nouvelle réalité. Apparemment, 30 ans s'étaient écoulés. Le monde avait probablement changé de manière méconnaissable. Il se pourrait que leurs proches ne soient plus en vie. Ils décidèrent qu'il fallait chercher d'autres personnes. Vers midi, le temps s'améliora, la neige cessa de tomber. Il faisait ensoleillé et calme, et ils continuèrent leur chemin. Christophe ressentait quelque chose de bizarre. Il regardait tout autour de lui, se méfiant de quelque chose. Il l'attribua au fait qu'ils étaient dans le futur. Toute personne se retrouvant à leur place serait inquiète. Quand ils atteignirent une clairière, le garçon leva les yeux et s'inquiéta encore plus. Il pensa qu'il y avait des montagnes là-haut. Et si une avalanche se produisait? Ils seraient tous ensevelis. Et à cet instant, il sentit son sang se glacer. « Courons !» cria-t-il et se précipita de retour vers la cabane. « Il va y avoir une avalanche maintenant !» Les autres, pris de panique, se mirent à courir derrière lui et s'arrêtèrent près de la cabane pour reprendre leur souffle. Rien ne se passait, il n'y avait pas d'avalanche. Quand Philippe réalisa que le garçon avait simplement paniqué, il le réprimanda. « Idiot ! Tu as juste effrayé tout le monde !» dit-il. « Comme vous voulez, mais moi je retourne en arrière. »
Je vais chercher l'endroit où notre avion s'est écrasé, dit Christophe en regardant la cabane, sans comprendre ce qui n'allait pas avec elle. Mais il décida de ne pas s'arrêter et continua son chemin. Et là, il vit une branche cassée, c'était son repère, il le savait avec certitude. Christophe comprit maintenant ce qui le dérangeait avec la cabane, elle était sans vie, abandonnée. Il se précipita vers elle, la cabane était vide, personne n'y était venu depuis longtemps, aucune trace du confort arrangé par l'ermite. « Nous sommes revenus en arrière !» s'exclama joyeusement le garçon. Philippe vérifia également la cabane. Leur joie était sans limite. S'ils n'avaient pas été les 3 témoins de cela, on aurait pu dire que c'était juste une illusion, qu'il n'y avait pas d'ermite. Christophe dit que les autres pouvaient faire comme ils voulaient, mais lui irait chercher Monsieur Balzac. Mais les 3 décidèrent de rester ensemble. Ils se dirigèrent vers les repères de Christophe, là où il avait caché son grand-père. En chemin, ils entendirent un grondement derrière eux. Il semblait qu'une véritable avalanche venait de se produire. Bientôt, ils trouvèrent le vieil homme. Il était en vie, grâce à l'abri qui le protégeait du froid. De plus, une couverture de neige s'était ajoutée et l'empêchait de geler. Il allait mieux, et tous les 4 partirent à la recherche des débris de leur avion. Par miracle, ils découvrirent quelques gros débris et restèrent près d'eux, espérant que les secouristes les remarqueraient. Pour être sûrs, ils déblayèrent la neige qui les recouvrait. Et bientôt, ils furent retrouvés. Aucun autre passager ni membre d'équipage de cet avion ne survécut. Ils décidèrent de ne pas divulguer l'histoire de l'ermite, de peur de passer pour des fous. Christophe prit Monsieur Balzac avec lui. Plus tard, le vieil homme raconta au jeune homme la même histoire de sa solitude et du vol au hasard, telle que l'avait raconté l'ermite. Le jeune homme ne pouvait pas abandonner son grand-père dans le besoin. Il sentait qu'il était tenu de prendre soin de lui en mémoire de son cher grand-père.